Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné, Série et compagnie. Aujourd'hui, nous parcourons la demeure d'un auteur qui justement a énormément inspiré le 7e art et les séries, Victor Hugo. Vous pouvez découvrir actuellement ici une exposition consacrée à la photographie de théâtre. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Il s'était éloigné des plateaux de tournage pour se consacrer à sa passion pour l'histoire et l'écriture. Laurent Deutsch est de retour sur grand écran dans une comédie. Alors quelle place accorde-t-il aujourd'hui à son métier d'acteur? Réponse dans la super interview. C'est une des figures emblématiques de la télévision, un journaliste fou d'actualité mais aussi un auteur. Dans l'extra interview, Michel Field nous confie comment le cinéma et les séries l'accompagnent dans sa vie et dans son métier. Enfin, comment mettons en scène un film d'animation? Réponse dans le Screen Parfait. Avec Don Hall et Roy Conley, réalisateurs et producteurs du dernier Disney, Les Nouveaux Héros. Mais avant cela, Isabelle Claire mène la danse pour nous offrir une sélection royale, bien entendu, du meilleur des écrans. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. La curiosité de la semaine, ce sont eux, les visiteurs du salon Paris Manga et Sci-Fi Show. Un jeune homme aux cheveux verts, quelques gothiques lolita tout en couette et dentelle, cet incontournable geek show a rassemblé les amoureux de l'image sous toutes ses formes, manga, jeux vidéo et séries télé. Oh, Doctor Who! I'm the doctor, by the way. What is your name? Oh, Alfie Allen, le petit frère de Lily Allen, qui joue l'horrible Theon Greyjoy dans Game of Thrones. Oh, Game of Thrones, Paris Manga, bah dis donc, on s'embête pas. It's opened so many doors for me already. It's just been great. It's been a trip. It's been fantastic. It's been an amazing journey, and for the character itself, it's been an incredible arc. So yeah, plenty of drastic changes with the character, but yeah, it's been a collaborative effort, and I think I hope audiences are pleased with it. Merci Alfie. À presque 15 ans d'existence, la manifestation n'a pas pris une ride et l'univers des séries et de la culture asiatique n'a pas fini de nous enrichir. C'est les vacances pour une bonne partie de la France et le rendez-vous de la semaine, prenez-le donc à Paris pour emmener votre tout petit au cinéma pour la première fois. Des créations originales et suivies d'un goûter, comme ici avec ces courts-métrages anciens qui feront l'objet de ciné-concerts en direct pour les enfants de 18 mois à 4 ans. Maman, je veux ce gros fruit. Oh, ce gros fruit? D'accord. D'accord. Allez, on vous promet des premiers pas tout doux dans la magie du cinéma. Les inconditionnels de la série Sons of Anarchy peuvent se réjouir. Ultime Events annonce la convention Reaper Sons les 28 février et 1er mars 2015 à Paris. C'est énorme, c'est fou, c'est dingue. Tommy Flanagan, Théo Rossi ou encore Kim Coates seront là, entre autres. Et selon le prix que vous débourserez, vous pourrez leur serrer la pince, parler moto, les prendre en photo, avoir une signature ou bien les regarder de loin, bien gentiment. Allez, faites chauffer les Harley et dépêchez-vous de réviser cette série moralement ambiguë, il vous reste 15 jours. Ne quittez pas, dans quelques minutes, coup de projecteur sur les Césars. À une semaine de la cérémonie tant attendue, nous parions sur un des talents les plus prometteurs du cinéma français, mais qui? Suspense. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un acteur qui fait son retour sur grand écran, Laurent Deutsch. Ces 4 dernières années, c'est essentiellement au théâtre qu'on le voyait, ou alors lorsqu'il évoquait sa passion pour l'histoire de France à travers ses livres à succès. À tel point d'ailleurs que je me suis souvent demandé si Laurent Deutsch n'avait pas fait une croix sur le cinéma. La preuve que non, il joue aux côtés de Didier Bourdon et Elie Semoun dans Un village presque parfait. Une comédie où il n'a pas vraiment le beau rôle, il incarne un médecin parisien cynique et râleur. Alors pourquoi Laurent Deutsch revient-il au cinéma? Quelle place accorde-t-il vraiment à sa carrière de comédien? Rencontre. J'ai fait une demande de subvention pour reconvertir notre usine et on l'a eu. On a un mois pour que le docteur Maxime Meyer tombe amoureux de Saint-Loin-la-Moderne. Parce que si le docteur signe, Bruxelles signe et on a notre usine. Village de merde. Ce film signe votre retour dans une comédie à l'écran.
Mais c'est pas vous qui assurez la partie comique. Est-ce que c'est pas plus agréable? On a moins la peur de la sanction, parce que la comédie, il y a une sanction immédiate, même sur le plateau. Quand vous faites quelque chose qui est censé faire rire, si vous sentez que l'équipe n'est pas du tout réactive, ça a tendance un peu à vous refroidir et à vous déstabiliser, quoi. Là, c'est vrai que mon personnage est plus le faire-valoir de la comédie. C'est celui qui est vraiment le dindon de la farce, celui qui est manipulé, qui est utilisé, sur lequel on s'appuie pour justement provoquer le rire. Et ouais, c'est pas désagréable, on se laisse faire. Et voilà, Saint-Loin la moderne. Je suis sûr que vous allez tomber sous le charme. En quoi c'est intéressant parfois de ne pas avoir le beau rôle? Bah, c'est toujours quand on fait semblant, enfin un métier où on fait semblant, donc ça fait plaisir de se dire, bah là je peux me laisser aller à être quelqu'un de détestable et détesté. Sans sympa, hein? Parce que quand on est acteur, évidemment, on a plutôt envie de séduire et d'être aimé, quoi. Donc là, de laisser aller libre cours au fait de ne pas renvoyer un sourire, au fait de ne pas répondre comme il le faudrait, correctement, ça fait du bien. Ça vous est facile? Ça fait du bien, c'est une bonne catharsis, oui. Une bonne cataracte qui jaillit comme ça, là. Vous pouvez tout lâcher, là. C'est l'inconscient qui se libère. Ah On oui, fait gicler le surmoi. Carrément. Allô, Katia? C'est moi, ça va? C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Alors, ce voyage, mon chéri? J'ai pris un TER. Ça a duré 1 siècle, j'ai cru que j'allais jamais arriver. Vive la province. Alors? Tu es arrivé où? Saint-Loin la moderne. Ah, ça, c'est sûr que c'est loin, mais alors c'est loin d'être moderne, hein. On se croirait dans un camp de gitans. Je comprends pas qu'on puisse habiter dans un trou pareil. Là, vous retrouvez dans la production de ce film Jamel Ben Salah, qui est l'homme qui vous a révélé avec Le ciel, les oiseaux et ta mère. Oh, il m'a appris à être un homme. Hein. Ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Non, ouais, c'est mon plus vieil ami au cinéma, et c'est lui qui m'a convaincu de faire ce métier. Et ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de comédie, et c'est une nouvelle fois lui qui m'a pris par la main pour me dire, allez, maintenant refais une comédie. T'as fait assez avec l'histoire, là, t'en as fait beaucoup, là, donc maintenant repasse à la vie actuelle et fais-nous rire. Enfin, essaie de nous faire rire. Il vous a appris à être acteur aussi? C'est lui qui m'a convaincu. Moi, j'aurais jamais voulu être acteur. Je voulais pas être acteur. Pour moi, c'était pas proche de moi. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et c'est Jamel qui m'a dit, mais fais ce métier, quoi. Moi, je vais faire ce métier. Je vais être réalisateur. On va faire des trucs ensemble. On va faire des histoires. On va raconter des choses. Et j'y suis allé parce qu'il y allait. S'il n'y était pas allé, j'aurais jamais été acteur. Vous vous souvenez à quel moment vous vous êtes senti acteur? La rencontre avec le métier d'acteur, je l'ai eu au théâtre. Je l'ai eu en 2 temps. Je l'ai eu la première fois quand j'ai eu la chance de faire Amadeus avec Jean Piat, dans une mise en scène de Stéphane Hillel, où là, tout d'un coup, moi, passionné d'histoire, je me suis rendu compte que je pouvais voyager dans le temps et de me retrouver nez à nez avec l'histoire, incarner les grands noms de l'histoire. Donc ça a été déjà un premier choc. Et mon métier d'acteur, la première fois où j'ai la sensation de faire un rôle de composition, c'est con, mais c'est récent. C'est dans une pièce de Feydeau, il y a 3 ans, où j'ai joué dans Le Dindon pour la télé, pour France 2, dans une mise en scène de Bernard Murat. Et je crois que c'est lui, Bernard Murat, qui a réussi à me dire « T'es un bon acteur, mais t'es pas un comédien. Et donc il faut que maintenant que tu deviennes comédien, donc ça veut dire que tu dois faire quelque chose que peut-être tu n'oserais pas faire, mais il faut que tu me fasses confiance, il faut que tu y ailles. » C'est où tout d'un coup le rôle de composition, ça veut dire quelque chose, quoi. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans ce que vous avez l'habitude de faire ou dans ce que vous pouvez faire en fonction de votre intuition ou de vos émotions et de votre expérience. On quitte l'expérience. On quitte l'expérience pour de la construction. Vous jouez quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas familier et vous ne l'avez pas déjà joué, quoi. Vous me disiez que vous adoriez jouer des personnages historiques et vous en avez fait un certain nombre, que ce soit au cinéma, à la télévision, au théâtre. Pourquoi c'est si jouissif de jouer un personnage historique pour un comédien? Mais parce que la machine à remonter le temps n'existe pas. Et je pense que si elle existait, on ne ferait pas 50 mètres, quoi. Au XIVe siècle, on serait dégommé par le premier Anglais qui passe pendant les guerres de 100 ans. En 1348, je serais le premier à choper la peste. 1552, je me ferais dégommer quand Henri II s'est fait dégommer à son tournoi et qu'il s'est pris une flèche dans l'œil, enfin une lance dans l'œil. Pendant les guerres de religion, j'aurais été dégommé par un protestant si j'avais été catholique, et catholique si j'avais été un protestant. Enfin, on fait pas 30 mètres, quoi. Le monde était hostile. L'homme sophistiqué d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus doux que l'homme d'hier, n'est pas armé pour faire face au passé. Or, le cinéma permet de le faire avec le confort d'aujourd'hui. Donc l'histoire de France, c'est pour ça qu'elle me passionne, c'est qu'elle est truffée de héros de cinéma. Pourquoi on vous a moins vu au cinéma? Parce que le dernier film, c'était Tu seras mon fils, de Gilles Legrand. Il me semble que vous avez fait pas mal de voix de doublage pour des films d'animation, oui, mais beaucoup moins de cinéma. C'est vrai que ça fait 4 ans que j'ai pas fait de film au cinéma, ouais. Pour 2 choses. D'abord parce que j'ai fait beaucoup de théâtre. Et l'autre raison, c'est que j'ai 3 enfants, ma femme est comédienne, donc on doit se partager. Elle aussi a des ambitions, elle aussi, elle travaille beaucoup. Donc il y a des moments où il faut rester à la maison et on peut pas travailler. Et ça n'est en aucun cas
Par désamour du cinéma ou peut-être parce qu'on vous proposait moins de choses intéressantes? Ah si, aussi. De toute façon, on me proposait moins de choses. Et on me proposait trop de premiers films, comme des comédies un peu sociales, où finalement, c'est Laurent Deutsch qui allait faire du Laurent Deutsch. Voilà. Et comme, justement, j'ai eu la chance de toucher du doigt ce métier-là depuis quelques années, avec donc, ce que m'a fait faire Bernard Murat, qui a vraiment fait un déclic, je me suis dit, ouais, je veux creuser là-dedans, parce qu'en fait, ce métier-là, il n'était pas donné, il se donnait pas aussi facilement que ça, qu'il allait falloir le chercher, et que c'est un métier fascinant, c'est un métier incroyable, et que les grands acteurs ne sont pas là par hasard. C'est pas ce que je dis de moi, hein, mais je me dis, voilà, je peux peut-être comprendre qu'il y a une ascension, qu'il y a un travail à faire. J'ai jamais été à l'école, moi, au théâtre. J'ai tout de suite été sur des plateaux où je faisais le mariole et ça suffisait. Maintenant, peut-être qu'il faut que j'apprenne j'ai la sensation d'apprendre mon métier. Aujourd'hui, quelle place vous avez envie de donner à votre métier d'acteur? La place que je donne en premier, c'est celle qui, maintenant, depuis quelques années, m'anime, c'est de raconter des histoires, c'est d'être un conteur. Et que ce soit par ma langue ou par ma plume, j'ai la sensation de vraiment faire le même métier. Et que ce soit sur les planches ou à travers le prisme d'une caméra de télé ou au cinéma, j'ai l'impression de faire la même chose, quoi. Mon ambition, elle est de divertir, de raconter, de passionner et de rendre les choses captivantes. Voilà. Et que vous vous dites simplement, après avoir vu un film ou lu un livre, ben, j'ai passé un bon moment. Voilà. Pour moi, c'est gagné. Laurent Deutsch, passeur d'histoire. La prochaine a déjà commencé au théâtre. Et devinez quel personnage il incarne. Un homme du passé, évidemment. John Law, l'inventeur du système bancaire. Et oui, quand on aime les voyages dans le temps, on ne compte pas. There's no justice in this world. Not unless we make it. Avenge them. Cette semaine, dans Le Détail qui tue, nous vous avons dégoté les premières images de la saison 5 de Game of Thrones qui débarquera sur HBO le 12 avril prochain et dès le lendemain sur OCS. Nous vous plongeons dans les coulisses de la plus grande série du moment, tellement ambitieuse qu'elle se tourne dans 3 pays en simultané. Alors à quoi ressemble une journée type de tournage? C'est Chris Newman, le producteur exécutif de la série, qui nous guide. How was yesterday, all right? Yes. Yeah, it was good. It was really good, yeah. We start shooting at the end of July. 99% of the crew have been here before. So when you start day 1, it feels like day 301 in a good way. As this is going on here, over in Spain, we have Peter, who runs Fresco Films. He's new to this year, so he doesn't know quite how manic it can get. I'd be lying if I said the stress level is not increasing, because obviously this is very important for all of us. Doing it for the first time, we want to please everybody, we want to do a great job. This is actually maybe not the calm before the storm, it is the rehearsal before the show. This is my second season. I did Croatia last year, and this year we've obviously got Spain thrown into it as well, so I'm line producing both of them this year. And even though last year was big, this one's even bigger. Tellement grand que quelques 86 000 candidatures venant du monde entier ont atterri à la production pour être figurants, et voilà les finalistes. Yes, this gentleman and one of the ladies. I'd just like to maybe darken a couple of teeth or something, maybe teeth black, and just one or two of those, and maybe if your skin's pretty good, just a little less healthy. Pendant qu'en Croatie, on s'occupe de la figuration, Daenerys révise son valyrien à Belfast. Today on set, I'm mostly concerned with the Valyrian. We have a scene with the Valyrian language in, so I'm looking after the actors and making sure that they feel comfortable with the lines, because some of the sounds are quite tricky to get through. I didn't conquer them, their own people did. Find the men who did this and bring them to me. Au même moment, à Dubrovnik, on prépare une nouvelle scène. Rolling, nice and quiet. Roll camera. 17 Lenthal, take one, C marker all night. I don't think this is a good idea, Your Grace. Nonsense, man. These are deeply religious people. Where can I find the High Sparrow? We're shooting a scene here from episode 3 where Cersei is looking to have a conversation with a High Sparrow, who is a whole new character. En Espagne, on se concentre sur les décors. When we walked into this bull ring, it was just, you know, the place they were looking for. The stone is quite similar to the stone they have shot in Croatia. Made some great progress. Yes. This does not have to be a bull ring. It needs to be something completely different, and that's why we need to transform it into that place. Building the balcony where
The actors are going to go to the ground. We had to cover all the pillars. There will be a lot of things added to that. We're shooting just one single scene in here, and it's 12 days. Après l'Espagne, retour en Irlande à quelques kilomètres de Belfast pour découvrir les contrées du Nord, bastion de Jon Snow. Elles naissent d'abord sur maquette avant de prendre vie grandeur nature. Game of Thrones, c'est 151 plateaux de tournage, 240 jours de shooting, 5000 figurants, 166 comédiens et plus de 1000 techniciens. Pour voir le résultat, rendez-vous le 13 avril sur OCS. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. Le plaisir de ce rendez-vous, c'est de pouvoir chaque semaine vous proposer une rencontre qui, avec un journaliste, un écrivain ou un philosophe, pour voyager dans le monde du cinéma ou de la série. Notre invité cette semaine cumule les 3 activités. De lui, il aimerait qu'on retienne qu'il est resté prof, mais à la télévision. Que ce soit d'ailleurs dans la Petite Lucarne ou à la radio, Michel Field, car c'est bien de lui dont il s'agit, a toujours développé des concepts dont il avait l'impression d'être passeur, soit en donnant la parole ou en faisant preuve de pédagogie dans ses dialogues avec ses interlocuteurs. Alors, pour tous ceux qui veulent s'offrir un cours de rattrapage et savoir s'il vaut mieux choisir le cinéma, la série ou la vie, eh ben, je file dans l'interview. Bonjour Michel Field. Enchanté. Enchanté, Stéphane Charby. Bonjour. Ou une interview en vagabondant comme Aristote qui enseignait... Pour commencer cette émission, une fois n'est pas coutume, pour que vous soyez indulgents avec moi, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Montrez-moi. Je crains le pire. Non, regardez. Est-ce que vous avez vu ce film? What is this place? The maze. Every morning when those doors open, the runners look for a way out. And no one has ever survived a night in the maze. Ça vous inspire? Bah, dès qu'il est question de labyrinthe, oui, forcément. C'est quoi? C'est le labyrinthe, non, donc ça c'est pour vous. Le labyrinthe, pour Nietzsche, est conforme à la nature de notre âme. Non qu'on puisse s'y égarer, mais au contraire, on peut parvenir à la connaissance. C'est ce que dit Nietzsche. Et la première question, elle est forcément pour le prof de philo. Est-ce que le cinéma, ça peut nous aider à penser et à comprendre le monde? Ah oui, moi j'ai été au cinéma bien avant de commencer à faire de la philo. Et la manière dont le cinéma sculpte la sensibilité, les émotions, la compréhension aussi du monde, ça commence extrêmement petit. Moi, je me souviens que le premier film que j'ai dû voir, ou en tout cas dont je me souviens, c'est La Belle au bois dormant de Walt Disney. Il y avait déjà, mais ça je ne le savais pas, plein de paramètres sur le bien, le mal, le gentil qui devient le méchant, l'amour, etc., que finalement je n'ai cessé de re-rencontrer dans ma vie. Je pense que penser le monde, c'est pas seulement intellectuel, c'est aussi sensuel, c'est aussi affectif. Et c'est pour ça que le cinéma est très important dans la vie de quelqu'un qui pense, parce que c'est une manière de penser autrement. Je dirais rien de plus intelligent que Gilles Deleuze dans Image Temps, Image Mouvement, mais les cinéastes, les grands cinéastes en tout cas, élabore des images et des champs d'images, exactement comme le philosophe élabore des concepts. Et penser les images de cinéma comme des concepts, ça, c'est très, très enrichissant. Alors, le cinéma peut-il être une pensée qui prend forme ou une forme qui permet de penser?
Moi, j'ai toujours préféré la forme qui me permettait de penser. Mon époque a été très marquée par le cinéma politique italien, par exemple. Et là, c'est vrai qu'on était vraiment dans un cinéma de message. Mais des films qui, moi, m'ont énormément marqué, les films de Dino Risi, ou un film qui était formidable sur la justice, qui s'appelait Au nom du peuple italien, je ne me souviens plus le réalisateur. C'était quand même des films qui étaient, à la vérité, quelquefois assez médiocres cinématographiquement, mais qui étaient très porteurs de messages. Mais au bout du compte, ce qui est génial, c'est quand il y a la réunion des deux. Et s'il fallait en trouver un, c'est Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, que je trouve absolument magnifique. Parce que pour moi, ça, c'est un concentré de chef-d'œuvre. C'est-à-dire, il y a du contenu, il y a de la politique, il y a de l'émotion, et il y a une vraie réflexion sur le cinéma. Le cinéma politique peut-il être encore une arme de combat ? Je pense que c'est les séries aujourd'hui qui peuvent modeler une représentation du monde peut-être plus directement en phase avec nos inquiétudes, nos interrogations, quand elles sont... je pense à Homeland, par exemple. C'est très spectaculaire de regarder les saisons d'Homeland récentes au moment même où l'actualité met au cœur de nos préoccupations le terrorisme, l'implication des grandes puissances et leur impuissance à le conjurer. Et là, on a une sorte d'aller-retour très vertigineux, surtout quand on est journaliste au quotidien, entre les infos qu'on traite quotidiennement et puis cette sorte de représentation de la fiction, mais qui, quelquefois, nous donne des clés encore plus pertinentes que l'info qu'on a dispensée soi-même dans la journée. Il y a une série qui vous est presque destinée, je ne sais pas si vous l'avez vue, True Detective, sur comment on met en scène la pensée philosophique. Je l'ai trouvée un peu verbeuse. C'est-à-dire que moi, je suis assez cloisonné, malgré mes dénégations. Quand je me fous devant une série, je suis plutôt 24 heures chrono. C'est-à-dire, bon, et là, c'est quand même degré philosophie zéro. C'est pour ça que je me disais que True Detective était peut-être la première tentative... Vous me donnez envie de le revoir, en fait, parce que... Pour tenter de réconcilier la pensée philosophique et le film, parce que dans toutes les références qu'on peut calquer, il y a celle de Nietzsche, humain trop humain, sur l'idée de se débarrasser des conventions pour essayer de trouver une forme de vérité. C'est certain. Je crois qu'on ne regarde pas seulement ce qu'on voit, on regarde aussi ce qu'on sait. Et c'est pour ça que, par exemple, sur la télévision, moi, j'ai toujours été de ceux qui disaient on peut regarder philosophiquement The Voice et regarder comme un con une émission littéraire ou une émission philosophique. C'est pas le contenu de l'émission qui compte, c'est l'interaction et ce que vous apportez dans l'émission. Moi, j'étais très surpris en préparant cette interview de savoir que vous avez écrit sur Peter Greenaway. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? J'avais été absolument saisi. C'est marrant, c'est très cohérent votre truc, parce qu'on commence par le labyrinthe et le papier que j'avais, enfin l'article que j'avais fait dans ce livre collectif, c'était sur Meurtre dans un jardin anglais où le labyrinthe joue un rôle. C'est très architectural. C'est totalement architectural. Moi, c'est un moment où je travaillais beaucoup sur la notion de limite en philo et j'avais trouvé que Greenaway travaillait beaucoup aussi cette notion-là, à la fois explicitement et puis dans son traitement de l'image. Donc ça m'avait amusé de prendre ça en charge. C'est vrai qu'avec le recul, Greenaway s'est enfermé, mais il l'était déjà dans un formalisme total qui, au bout d'un moment, m'intéresse moins parce que je le trouve moins producteur de sensations et d'émotions. Meurtre dans un jardin anglais, je trouve qu'il y avait les deux à la fois, quoi. Il y avait un côté un peu rené, un peu jeu avec le scénario, avec le spectateur qui il l'entraînait comme ça sur de fausses pistes. Et en même temps, il y avait une sorte de rigueur conceptuelle très, très amusante, très mathématique, très voilà. Et c'est vrai que ça m'avait amusé d'essayer de penser philosophiquement l'objet ciné de Peter Greenaway. On va terminer, Michel, avec du désir. Littéralement, philosopher, c'est désirer savoir. Et souvent, le cinéma nous met en relation avec un personnage et ses désirs. Alors, je voulais savoir de quelle manière le cinéma s'accorde avec vos désirs. Oh là là, je ne sais pas si je vais arriver à répondre à une question aussi profonde et aussi intime. Sans prôner l'orgie, j'adore cette définition, enfin ce mot plutôt, ce mot d'esprit de Godard qui disait
le cinéma, c'est un transport en commun. Voilà. Et je trouve que si on fait bien résonner ça, c'est-à-dire une sorte de plaisir irremplaçable de la salle, du voisin, de l'émotion qu'on peut avoir avec un ou une inconnue à côté de soi, etc. Il y a quelque chose, en effet, d'un érotisme du cinéma que le père Godard avait bien saisi. Grâce à vous, Michel, nous ne serons désormais plus coupables d'aimer les salles obscures pour trouver la lumière de nos désirs. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Screen Parfait pour une leçon de cinéma un petit peu particulière. Comment mettre en scène un film d'animation? Réponse avec Les Nouveaux Héros. C'est le premier film Disney adapté d'un comic Marvel. Vous imaginez le défi? Mais tout de suite, Isabelle Claire achève sa sélection de la semaine. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Aujourd'hui, nous sommes à 7 jours de la cérémonie des Césars, mais les festivités ont débuté la semaine dernière au Fouquet's à Paris pour le déjeuner traditionnel offert à tous les nommés. Des personnalités du cinéma reconnues et tout autour quelques acteurs plus timides, les fameux espoirs. Et dans les espoirs féminins cette année, Kharidja Touré, Louane Emera, Ariane Labed et enfin Lou Delage et Joséphine Japy. Et c'est elle, Joséphine, qui nous a fait vibrer pour son rôle complexe et sensible dans Le Respire de Mélanie Laurent. Je pense que c'est mieux qu'on ne voit pas arriver ensemble. Pardon? Bah ouais, les autres comprendraient pas. Et moi, je dois comprendre quoi? Tu viens chez moi comme ça? Toi aussi, t'es venu chez moi, tu m'as suivi, on est quitte. Tu te fous de ma gueule. Et lâche-moi là. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Lâche! Putain! À 20 ans, Joséphine est à Sciences Po et mène de front son métier d'actrice avec déjà 10 ans de carrière dans le cinéma et on a tout misé sur elle. Tout. Oh, c'est vrai? Bah merci beaucoup alors. Moi je parie sur vous aussi, mais je sais pas si ça veut dire grand chose. Vous avez du mal à respirer comme dans votre film ou Je suis un peu malade donc oui en fait là. Mais non forcément il y a beaucoup d'émotions et puis du coup on est un peu pris comme par tout ça aujourd'hui, être avec toutes ces personnes. Oui on a un peu de mal à respirer ouais. Mais c'est que du positif hein, tout ça. Et on n'est pas les seuls à croire en elle. Ouais, je pense que c'est un très très bon choix. Joséphine, j'avais un professeur de théâtre qui disait ça, qui, en citant Jouvet, je pense, qui dit elle a l'infini. C'est-à-dire elle a un truc de grâce inexplicable, un truc assez mystérieux, et puis c'est une très bonne actrice. Donc je pense que c'est un très très bon pari. Ouais. C'est des jeunes actrices qui sont toutes fraîches, qui sortent et qui montrent leur lumière et leur talent. Donc, mais j'espère pouvoir travailler avec elle un jour, c'est sûr. Je suis très très fan. Ouais, je la trouve formidable. Parce que je la trouve formidable, je l'avais vue dans Clo-Clo et je l'avais trouvée vraiment formidable. Après Adèle Exarchopoulos l'an dernier, Joséphine Japy, c'est notre espoir à nous. Et si ses pairs sont généreux, pourquoi pas un doublé avec sa copine Lou Delage, hein? Allez Joséphine, respire, on est avec toi. Ciao! Chaque semaine dans le Screen Parfait, nous vous racontons les petits secrets de fabrication du cinéma et des séries. Cette fois, nous sommes allés à la rencontre de l'équipe des Nouveaux Héros, la dernière pépite Disney inspirée du catalogue Marvel. Don Hall et Roy Conley nous rappellent qu'un bon film d'animation, c'est une belle histoire, de l'action, mais aussi et surtout de l'émotion. I think people are always a little surprised when they walk out of the film because I think they're going in thinking, okay, we're going to see an action here, and then they find themselves sucked into this amazing heart and story. Don Hall et Roy Conley sont des passionnés habités par le rêve et la magie Disney depuis toujours. Le premier scénariste et animateur chez Disney depuis 20 ans et est devenu réalisateur en 2011. Le second est producteur depuis 1996, son job est de mettre tout en ordre pour que la vision de Don Hall et les autres réalisateurs maison deviennent réalité, quitte à inventer de nouveaux outils et explorer les dernières avancées technologiques pour y parvenir. En 2009, Disney rachetait le catalogue Marvel pour 4 milliards de dollars et cette année, ces deux univers ultra riches sont réunis dans les Nouveaux Héros, adaptés du comics Big Hero 6 datant de 1999. Après le très émouvant Wall-E, c'est l'occasion pour Disney de mettre à nouveau en scène un robot, Baymax, que Don Hall a voulu à la fois étonnant, rassurant et unique.
At the very beginning of the project, you know, I was a little worried about the robot. And because I knew, I had a strong desire, as did John Lasseter, that we do something different and unique. And there's just so many robots in movies, you know, from Transformers to Star Wars. So I really wanted to do something unique. And so I did my research, and I went to MIT, Harvard, Carnegie Mellon, even Tokyo University. And I was just trying to get inspired by real robotic technology, thinking something will inspire me and to create a unique robot. Ouais. And it was at Carnegie Mellon University. I met a guy named Chris Atkinson who was doing research in soft robotics, which is a really bleeding edge field, really new field of robotics, where essentially they'll be making robots out of vinyl that are going to be inflated, and they'll be used in the healthcare industry. And it was like lightning struck me. You know, once I found that technology, I knew that could be our Baymax, and it was unique. I'd never seen it before, so I felt like audiences, it'd be fresh to audiences. But it also gave us this opportunity to create this wonderful character. Bonjour, je suis Baymax, votre assistant de santé personnel. His function in this story was to be a healer for our main character who suffers a loss. So what a perfect articulation of this idea for him to be a healthcare robot. Oh, je me suis seulement cogné l'orteil. Je vais bien. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de souffrance? 0. Je me suis pas fait mal. Merci. Miniaturise-toi. Est-ce sensible au toucher? Non, laisse tomber. Défense de toucher. Non, ça... We took those ideas and we brought them back to the studio, and we have this amazing design team, Shi-Yoon Kim and Jin Kim, who are our two character designers. And they mix that up with a little bit of manga and a little bit of anime. Yeah. So I think it gives the film, you know, there's definitely a nod to Miyazaki in this film. We're all geeks for his films and for Japanese pop culture. Je vais à présent vous scanner. Non, me scanne pas. Scan terminé. C'est pas croyable. Vous n'avez aucune blessure corporelle. Néanmoins, votre taux d'hormones et de neurotransmission indique que vous êtes sujet à des sautes d'humeur fréquentes durant l'adolescence. Diagnostic, puberté. I loved Disney animation as a kid, obviously, that's why I work at Disney. But I also love Marvel Comics, and so I got very excited by the idea of mashing those two loves together. It's interesting because I really believe that Marvel and Disney actually have a lot of similarities in the way they tell stories, you know? And fans. Yeah, and fans, for that matter. I love Marvel films, you know? I think Iron Man is probably my favorite because I love Tony Stark, but that they create great characters, they create a sense of heart, and they create a world that you want to be in. And that's exactly what we do. And they're generally funny. You know, they always make sure they get humor in there. And that's something that can be traced back to the original Marvel, the Big Bang of the Marvel Universe, which was the comics in the 60s, written by Stan Lee and drawn by Jack Kirby. Fortunately, we partnered with Marvel in the sense that Joe Quesada, their chief creative officer, and Jeff Loeb, who is an amazing writer of comic books and also now runs their television division in Los Angeles, they became part of our story trust. We put these films up every 12 weeks, essentially, every 3 months. We put the film up with static pictures and a soundtrack. And that really is our time where we sit and break down and talk about theme, talk about plot, talk about character,
And Joe and Jeff were part of that process. There's a lot of things we created for this film. Probably the top city construction was a big thing, making San Francisco. We were working on building an extremely lightweight model that we had complete control of from a camera standpoint. And that city of San Francisco has like 83,000 buildings, and it has you know, over 250,000 trees and 215,000 street lights, and it's a huge, huge model. But literally, you can put the camera anywhere in that model. The other thing that was really huge is we developed an entirely new rendering system for this film, which I think gives it the amazing look that it has. Hyperion, which is the rendering system, actually mimics light like no other rendering system we've used. And you can dial in the amount of bounces in the light, so it really makes Baymax look amazing, because you actually have light bouncing inside him, and you get that amazing translucence, and then you also get the skies of San Francisco that, you know, we wanted to use for San Francisco. We always consult, you know, specialists. So, for instance, like the car chase, you know, we watched a lot of GoPro videos of stunt drivers, you know, driving around cities using a GoPro, but we also brought one of them in and had him consult on the scene. C'est pas génial, ça fiche la trouille évidemment, mais c'est trop cool! You know, and making sure that we were actually correct in how GoGo was operating the car and all that kind of stuff. And so, but then we also had some amazing specialists with flight cameras come in and help guide us through the flight sequences. We also, consulting on the film was Bob Richardson. Bob Richardson, c'est un des chefs opérateurs les plus talentueux d'Hollywood, scénarisé pour JFK et Aviator. In trying to get Don's vision on the screen of that kind of live-action world, Bob was very helpful in terms of helping us in terms of pushing our cinematographic approach. Comme La Reine des Neiges l'an dernier, les studios Disney sont nommés aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation avec ses nouveaux héros. Verdict le 22 février. Ciné, séries et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Entre deux séries cultes et un grand film, rendez-vous place des Vosges à Paris, dans cette maison de Victor Hugo, pour découvrir l'exposition Regards croisés, ou comment le théâtre s'observe aussi à travers la photographie. La semaine prochaine, on vous promet d'autres jolies rencontres. Salut! Je voulais savoir où est-ce que vous étiez quand vous avez appris que vous aviez été nommé. J'étais dans mon lit, je me suis réveillé à 10h et quelques et j'avais 47 textos. J'étais à Los Angeles et j'allais me coucher. En fait, il était 4h du matin. Je posais des étagères. J'étais en train de sceller un cheval et c'est mon fils qui m'a appelé pour me le dire. Donc je me suis dit, c'est plutôt bon signe, parce que les gens n'ont pas 47 pour te dire merde, t'es pas nommé. J'ai vu que j'avais 40 textos et je me suis dit, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette catastrophe? Et j'étais tellement heureux, je savais pas quoi faire avec toute ma joie. Donc j'ai pris la voiture et je suis allée faire des pitreries devant le Hollywood Sign.